Attention, cette vidéo est l'œuvre d'un amateur, réalisée par un fonctionnaire de police passionné par sa profession. Je ne suis pas un membre de la communication de la police nationale et les propos dits dans cette vidéo n'engagent que moi. Il est possible que des erreurs se soient glissées dans la vidéo. Pour des renseignements plus précis et totalement fiables, je vous invite à vous rendre sur le site officiel de la police nationale. Le lien est dans la description. Bon visionnage! Bonjour à toutes, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur les différents cadres d'enquête en France. Alors encore une fois c'est une vidéo de cours. Ce que j'appelle les vidéos de cours en fait c'est des vidéos qui vous apprennent des informations pour toutes les personnes qui vont bientôt rentrer en école de police ou qui veulent juste s'intéresser à la police nationale. C'est des vidéos type cours que vous pouvez retrouver en école de police. Alors, j'ai pas la prétention d'être un formateur ou quoi que ce soit. Je fais juste ça avec mes cours, des articles trouvés sur internet, mes connaissances personnelles. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des erreurs. Je vous invite à vérifier au niveau des sources et à toujours vérifier les informations que je vous donne. Après, je fais toujours en sorte de m'assurer que ce soit le plus correct possible et le plus à jour possible, puisque la loi évolue tout le temps. Donc, forcément, des fois, il y a des évolutions et donc c'est plus trop à jour. Donc, cette vidéo-là, vous pouvez la regarder en complément de ma vidéo sur les différentes qualifications judiciaires. C'est une des dernières vidéos, peut-être même la dernière vidéo qui est sortie. Alors déjà quelques généralités sur l'enquête judiciaire. Alors l'enquête judiciaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des opérations qui permettent de confondre et d'appréhender le ou les auteurs d'une infraction pénale. Donc le but c'est d'établir ce qui s'est passé, de déterminer si l'infraction existe, de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs. Ça c'est bien sûr la finalité. Et la méthode de l'enquête, c'est plusieurs questions qu'on se pose. Donc c'est déjà de quoi s'agit-il, de qui, quand, comment, où, quoi, avec, pourquoi, par qui. Voilà, c'est toutes les questions qu'on va se poser en tant qu'enquêteur pour résoudre une enquête. Alors la qualité d'une bonne enquête, c'est l'intervention sans retard, la prise en charge des victimes, l'unité de direction, donc l'unité de direction c'est celle qui s'occupe de l'enquête et qui est saisie de l'enquête, un examen méthodique et complet, et le plus important, c'est le respect de la légalité des investigations entreprises. Alors, les principaux actes de l'enquête judiciaire, c'est le transport-constatation, les perquisitions, les saisies, les réquisitions, les auditions, alors auditions de mise en cause, de victimes, de témoins, les comptes rendus au procureur de la République et les présentations au procureur de la République. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler des différents cadres d'enquête en France. Alors, il y en a 6. Donc, il y a l'enquête en flagrant délit, l'enquête en préliminaire, l'enquête pour mort ou blessure grave de cause inconnue ou suspecte, l'enquête pour disparition inquiétante, l'enquête pour la recherche d'une personne en fuite, l'enquête suite à l'ouverture d'une information judiciaire. Premièrement, l'enquête en flagrant délit. Donc elle est prévue par les articles 53 à 73 du Code de procédure pénale. L'article 53 du Code de procédure pénale, il nous dit que est qualifié de crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Et qu'il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présente des traces et indices laissant supposer qu'elle a participé au crime ou au délit. Alors il faut savoir que l'enquête en flagrant délit, elle est possible uniquement pour les crimes et délits punis de prison, et pas pour les contraventions, ni pour les crimes et délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement. Alors la règle officieuse, qui n'est pas la règle officielle puisque c'est pas inscrit dans le code de procédure pénale ni dans le code pénal, c'est que le crime ou le délit a été effectué immédiatement ou dans les dernières 24 heures. Voilà. Généralement, on a cette notion de 24 heures à peu près. C'est une règle officieuse, comme je vous ai dit, il n'y a rien d'officiel là-dessus, mais c'est ce qui est généralement retenu. Les pouvoirs en flagrance, ils sont plus étendus qu'en préliminaire. En témoigne le possible recours à la contrainte. En flagrance, l'OPJ, il a l'exclusivité de certains actes d'enquête, comme par exemple les perquisitions, les saisies et scellés, les prélèvements ADN sur mise en cause. Les APJ peuvent effectuer les auditions et réquisitions, ainsi que les actes d'investigation et insister les OPJ pour les perquisitions et procéder aux interpellations. La durée de l'enquête de flagrance est de 8 jours, renouvelable 8 jours, sur autorisation du procureur de la République, et il faut effectuer un acte d'enquête par jour minimum. C'est-à-dire que si l'enquêteur en charge de l'enquête en flagrance ou les enquêteurs oublient de faire un acte d'enquête pendant un jour, l'enquête en flagrance, elle saute et ça passe en enquête préliminaire. Donc en fait, si pendant 5 jours de suite, il y a un acte d'enquête tous les jours et qu'au 6e jour, on oublie de faire un acte d'enquête, le 7e jour, ça sera une enquête préliminaire. Donc il ne faut pas oublier de faire un acte tous les jours minimum, un acte d'enquête, donc un procès verbal tous les jours, pendant au moins 8 jours. Si on veut prolonger de 8 jours et qu'on est autorisé par le procureur, il faut continuer à faire encore un acte d'enquête tous les jours pendant encore 8 jours, donc pendant 16 jours en tout. J'espère que vous arrivez à suivre.
Il faut savoir qu'en flagrance, vous avez la possibilité de recourir à la force pour interpeller et de faire des perquisitions et saisies sans assentiment. Vous pouvez effectuer des interpellations à domicile pendant les heures légales sans avoir besoin de l'accord de la personne. Donc c'est-à-dire que si la personne elle refuse d'ouvrir sa porte alors que vous devez l'interpeller ou faire une perquisition, vous pouvez casser la porte. Ce que vous ne pouvez pas forcément faire en enquête préliminaire, mais on va y revenir juste après. Alors, il faut savoir que l'enquête de flagrant délit, on l'appelle également enquête de flagrance, puisqu'en fait l'article 53 c'est la notion de flagrance. Et donc une enquête en flagrant délit, on appelle ça soit une enquête en flagrant délit, soit une enquête de flagrance, tout simplement. C'est la même chose. Maintenant, on va parler de l'enquête en préliminaire. Alors, elle est prévue et définie par les articles 75 à 78 du Code de procédure pénale. Le préliminaire, c'est un cadre d'enquête pour les faits plus anciens qui ne sont donc pas en flagrant délit. L'enquêteur en charge d'une enquête en préliminaire, un OPJ ou un APJ, il peut ouvrir une enquête préliminaire d'office. Il doit rendre compte au procureur de la République de l'état d'avancement lorsque cette enquête a commencé depuis plus de 6 mois. C'est-à-dire que pour poursuivre l'enquête, tous les 6 mois, il est obligé de demander au procureur de la République s'il peut continuer l'enquête et est obligé de lui faire un compte-rendu sur l'enquête. Il faut savoir que les agents de police judiciaire, ils ont presque autant de pouvoir que les officiers de police judiciaire en préliminaire. Ils ne peuvent juste pas placer en garde à vue, ni procéder à une fouille intégrale par exemple. Je vous laisse voir la vidéo sur les différentes qualifications judiciaires. Il y aura le lien dans la description de la vidéo. Alors, au cours d'une enquête préliminaire, on peut effectuer comme acte d'enquête, entre autres, des perquisitions et saisies, prévues à l'article 76, mais c'est soumis à assentiment. Il faut remplir un formulaire d'assentiment, donc la personne chez qui on va faire une perquisition et chez qui on peut faire des saisies va remplir ce qu'on appelle un assentiment express et manuscrit pour les perquisitions et saisies. Il faut absolument qu'elle remplisse cet assentiment. Après, sinon, on peut également accéder au système informatique implanté sur les lieux, convoquer des personnes en vue de l'audition, les auditionner, faire un placement en garde à vue et intercepter des communications téléphoniques pour la criminalité organisée. Donc ça, bon, voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut faire en enquête préliminaire, on peut quasiment tout faire en fait. C'est juste que pour les perquisitions et les saisies, on est obligé de demander l'accord de la personne. Dans certains cas, on peut demander directement une autorisation auprès du procureur qui va solliciter le juge des libertés et de la détention pour en fait obtenir un article 76, ce qu'on appelle article 76 dans le jargon, c'est-à-dire pouvoir faire une perquisition chez une personne sans avoir besoin de recueillir son assentiment. Dans certains cas, c'est dans des cas bien précis, pour des infractions bien précises, il faut le motiver. Le procureur doit faire un rapport au juge des libertés et de la détention pour motiver pourquoi il veut la délivrance d'un article 76. Également, normalement, en enquête préliminaire, on ne peut pas faire d'interpellation sous la contrainte. Donc, c'est-à-dire que les personnes doivent venir libres au service, se présenter au service libre avec une convocation ou nous suivre au service sans contrainte, mais on peut également avoir la délivrance d'un article 78. Ce qu'on appelle un article 78, c'est un article qui va permettre d'interpeller une personne sur la voie publique en faisant usage de la contrainte si c'est précisé. Donc ça, c'est délivré par le procureur de la République. Donc en fait, effectivement, on a moins de pouvoir en enquête préliminaire, mais on peut demander à récupérer les mêmes pouvoirs qu'en enquête de flagrant délit, c'est-à-dire pouvoir entrer chez une personne sans assentiment et faire une perquisition avec saisie sans assentiment, pouvoir interpeller quelqu'un avec usage de la force, ça on peut le faire, mais c'est juste plus compliqué qu'en flagrant délit, puisqu'on est obligé de demander à chaque fois des autorisations à des autorités judiciaires, donc procureur de la République, qui peut solliciter juge des libertés et de la détention. C'est juste un peu plus compliqué, un peu plus long, c'est pour ça que l'enquête de flagrant délit, c'est l'enquête favorite de tout enquêteur, puisque là on peut faire tout ce qu'on veut, quasiment, sans avoir besoin d'accord du procureur, du juge des libertés et de la détention. Enfin bon, je dis tout ce qu'on veut, je m'égare, c'est pour résumer grossièrement, on peut pas faire tout ce qu'on veut non plus, mais voilà, on a plus de pouvoir en flagrant délit qu'en préliminaire. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut savoir aussi qu'au bout de 2 ans, l'enquête préliminaire, elle s'arrête. Après, elle peut être prolongée de 3 ans suite à l'autorisation du procureur de la République, mais seulement pour certains crimes et délits. Donc généralement, au bout de 2 ans, l'enquête préliminaire, elle doit s'arrêter. Ça, c'est une nouvelle règle qui est sortie il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a tellement de dossiers, de procédures en préliminaire en stock, qu'au bout d'un moment, malheureusement, il y en a plein qu'il faut classer sans suite, parce qu'il y a tellement de stock que les enquêteurs ils sont débordés, ils ont beaucoup trop de procédures. Et au bout de 2 ans, les juridictions ont estimé que il faut que les enquêtes s'arrêtent pour qu'on puisse laisser du temps d'enquête sur les nouvelles enquêtes. Voilà. Alors après, dans les faits, on a pas mal d'enquêtes qui durent plus de 2 ans. Et puis pour des enquêtes assez compliquées, pour des grosses enquêtes, notamment des enquêtes faites par la police judiciaire ou les brigades de recherche ou les autres unités spécialisées dans tout ce qui est police judiciaire, là effectivement, on peut avoir des enquêtes qui durent bien plus de 2 ans. On va maintenant parler des enquêtes par assimilation. Alors il y a différentes enquêtes par assimilation qui sont diligentées alors que les conditions de l'article 53 ne sont pas réunies, qu'il n'y a donc pas de flagrance. Et le régime de flagrance va quand même s'appliquer à ces 3 types d'enquêtes. On a déjà la mort ou blessure grave de cause inconnue ou suspecte. Donc c'est l'article 74 du Code de procédure pénale qui prévoit cette enquête. Ça c'est suite à la découverte d'un cadavre dont les causes de la mort est inconnue ou suspecte. Et donc on autorise l'inhumation du cadavre et une enquête est ouverte afin de savoir si une infraction a été commise et non pour chercher l'auteur. Cette enquête, elle sert juste à déterminer s'il y a une infraction qui a été commise et non pas à savoir s'il y a un auteur, puisqu'on ne sait pas s'il y a d'infraction qui est commise. Donc, à l'issue d'un délai de 8 jours, cette enquête, elle passe automatiquement en forme préliminaire.
C'est-à-dire que dans les 8 premiers jours, vous êtes en flagrant délit, et après, au bout de 8 jours, c'est préliminaire. Il n'y aura pas de prolongation de 8 jours. La contrainte, elle doit être acceptée par les personnes, voilà, donc par toutes les personnes qui vont être entendues dans cette enquête ou mises en garde à vue. Et si les causes de la mort restent inconnues, le procureur de la République, il doit requérir l'ouverture d'une information judiciaire. Il faut savoir que ces dispositions, elles sont également applicables pour les personnes grièvement blessées. Donc en fait, comme je l'ai dit, c'est mort ou blessure de cause inconnue ou suspecte. C'est pas que la mort, c'est également la blessure. Donc ça concerne également pour les personnes grièvement blessées dont les causes sont inconnues ou suspectes. Et en fait, cette enquête, elle sert uniquement à savoir s'il y a une infraction ou pas. S'il n'y a aucune infraction qui est découverte, c'est une fin d'enquête. Si en fait la mort elle est naturelle ou les blessures graves sont naturelles, il n'y a pas d'enquête puisque c'est naturel. Si par contre il y a une infraction qui est découverte, et là on a l'ouverture d'une enquête et d'une info judiciaire en cas de crime. Ce cadre d'enquête, ce sont les OPJ qui sont les principaux enquêteurs dans ces enquêtes, mais on a également les APJ qui peuvent assister les OPJ et réaliser certains actes. Là encore, la loi a été modifiée récemment. Avant, les APJ avaient très peu de droits dans ce cadre d'enquête, et maintenant ils en ont beaucoup plus. Mais bon, ça reste quand même l'OPJ qui est l'enquêteur privilégié dans ce type d'enquête. Ensuite, on a la disparition inquiétante. C'est l'article 74-1 du Code de procédure pénale qui prévoit ce cadre d'enquête. Donc là, c'est en cas de disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé. L'OPJ peut procéder à des actes qui sont prévus aux articles 56 à 62 du Code de procédure pénale pour découvrir la personne disparue. Le délai il est de 8 jours, à l'issue l'enquête passe en forme préliminaire, sauf suite à l'ouverture d'une information judiciaire. Et le régime il s'applique aussi en cas de disparition d'un majeur ayant un caractère inquiétant ou suspect, eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé. Voilà, donc ça dépend vraiment de l'état de santé de la personne. Généralement, c'est plus pour des mineurs et pour des majeurs protégés, donc tout ce qui est personnes placées sous curatelle, tutelle. Mais pour certains cas de majeurs où c'est vraiment bizarre, il peut y avoir l'ouverture également d'une enquête pour disparition inquiétante. Sachant que un majeur, généralement, il n'y a pas forcément d'ouverture d'enquête pour disparition inquiétante, puisqu'un majeur, il est majeur, il est libre, il fait ce qu'il veut. C'est pas comme les mineurs qui sont sous la responsabilité des parents, puis c'est pas pareil, un mineur, il n'a pas la même conscience de ses actes, etc. Mais un majeur, s'il a envie de disparaître, il a le droit de disparaître. Des fois, il y a des enquêtes pour disparition inquiétante qui sont ouvertes, et on découvre que la personne elle a juste décidé de tout quitter du jour au lendemain, qu'elle est toujours vivante, mais qu'elle est ailleurs, et qu'elle fait sa vie. Au final, il y a une fin d'enquête, puisque c'est pas une disparition inquiétante, la personne elle a juste envie de changer de vie, de plus parler à ses amis, de plus parler à sa famille. C'est un peu bizarre, mais c'est son droit, voilà. Et donc, pareil, dans le cadre d'enquête disparition inquiétante, c'est l'OPJ, l'enquêteur privilégié. Alors les APJ peuvent réaliser certains actes d'enquête, mais c'est les OPJ qui peuvent réaliser le plus d'actes d'enquête dans ce type d'enquête. Et donc, si la disparition inquiétante, au bout du délai de recherche dans ce cadre d'enquête, on découvre qu'il y a bien une disparition, bien une infraction, pareil, ouverture d'une enquête, voire d'une information judiciaire, j'expliquerai après ce que c'est une information judiciaire, vous inquiétez pas. Si on découvre qu'en fait, non, c'est pas une disparition inquiétante, c'était une fugue, le mineur est revenu, la personne, elle a décidé de changer de vie, comme je l'ai dit, fin d'enquête, il n'y a plus d'enquête, terminé. Alors le cadre d'enquête suivant, c'est la recherche d'une personne en fuite. Donc ça c'est prévu par l'article 74-2 du Code de procédure pénale. Ça permet à l'OPJ de procéder aux actes des articles 56 à 62 du Code de procédure pénale afin de rechercher et découvrir une personne en fuite dans l'un des 3 cas suivants. L'existence d'un mandat d'arrêt contre une personne, un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président, le président de la cour d'assises, le mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou le juge d'application des peines, et la personne condamnée à une peine privative de liberté d'au moins 1 an d'emprisonnement. Pour les nécessités de l'enquête, le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ils peuvent autoriser des écoutes téléphoniques pour une durée de 2 mois, renouvelable dans la limite de 6 mois en correctionnel. Alors ces écoutes téléphoniques, elles doivent être justifiées par la recherche d'une personne en fuite. Et c'est la chambre d'instruction qui s'assure de la nécessité des écoutes en vérifiant que les personnes ciblées sont susceptibles d'être en contact avec la personne recherchée. Donc on ne peut pas écouter n'importe qui non plus. Pour savoir ce que c'est la chambre d'instruction, je vous invite également à voir ma vidéo sur les différentes qualifications judiciaires. Et maintenant, on va parler du 6e et dernier cadre d'enquête, l'information judiciaire et la commission rogatoire. Donc ça, c'est prévu par l'article 151 à 154-2 du Code de procédure pénale. Alors l'information judiciaire, c'est une enquête qui est menée par un juge d'instruction. Un juge d'instruction, c'est un magistrat qui est en quelque sorte, comme on l'avait expliqué en école de police, un super policier, un super enquêteur qui va chapeauter des enquêtes. C'est lui le chef des enquêtes pour certaines enquêtes bien spécifiques dans le cadre d'enquête de l'information judiciaire et il peut donc délivrer des commissions rogatoires. L'ouverture d'une information judiciaire, elle est obligatoire pour les crimes, facultative pour les délits et possible dans certains cas pour les contraventions. Mais alors pour les contraventions, c'est vraiment exceptionnel, c'est très rare. Cette information judiciaire, elle peut être ouverte suite à une demande du procureur de la République ou de la victime. C'est le juge d'instruction qui délivre une partie de ses pouvoirs à un autre juge ou à un officier de police judiciaire. Il peut donc pas ouvrir ce cadre d'enquête tout seul, il faut absolument qu'il soit saisi suite à une demande du procureur de la République ou d'une victime. Et en fait, le juge d'instruction, il va délivrer une commission rogatoire à un officier de police judiciaire ou à un autre juge.
Alors il faut savoir qu'il y a différents types de commissions rogatoires, notamment les commissions rogatoires internationales pour les enquêtes menées sur plusieurs pays. Mais je ne vais pas vous parler de tous les types de commissions rogatoires et vous parler en détail de ce que c'est qu'une commission rogatoire internationale, etc. Je vous invite à aller voir en description si vous voulez plus d'informations sur les cadres d'enquête. Je vous mettrai le lien vers des articles, vers Légifrance, vers plein de sites où vous pourrez lire tout ça en détail si ça vous intéresse. Moi je fais quand même une vidéo pour vulgariser la chose et pas vous bassiner pendant 45 minutes à vous parler de toutes les spécificités, tout ça, parce que sinon je vais perdre 95% des gens. En tout cas, il faut savoir que le juge d'instruction, il va donner ce qu'on appelle dans le jargon une liste de courses à un OPJ ou à un autre juge, et cette liste de courses, ça va être des actes d'enquête à réaliser. Il va dire, il faut faire ça, 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 et voilà, l'OPJ doit réaliser les actes d'enquête demandés par le juge d'instruction. Le juge d'instruction, il peut également réaliser certains actes d'enquête lui-même, mais bon, généralement, c'est les OPJ qui vont le faire. Parce que les juges d'instruction, ils ont tellement de choses à faire qu'ils n'ont pas le temps. Et puis, ils laissent les policiers ou gendarmes enquêter, tout simplement. Voilà, à part dans certains cas ou dans certaines très grosses enquêtes, c'est très rare qu'un juge d'instruction fasse des auditions, se déplace sur le terrain, mais il peut le faire. Je vais vous expliquer ce qu'il peut faire. En tout cas, il faut savoir que les OPJ, ce sont les enquêteurs privilégiés dans ce cadre d'enquête. Et depuis peu de temps, les APJ peuvent réaliser certains actes bien spécifiques en commission rogatoire, dans certaines commissions rogatoires, mais en réalité, peuvent réaliser très peu d'actes. Après, ils peuvent assister les OPJ, ils peuvent aller avec les OPJ pour faire tout ce qu'on appelle l'aide matérielle, c'est-à-dire se déplacer pour aller interpeller une personne. Évidemment, l'OPJ ne va pas y aller tout seul, donc il faudra peut-être une ou deux personnes pour l'accompagner. Des APJ peuvent venir avec lui, il peut aider pour amener les personnes pour les auditions, etc. Mais il ne peut rien faire d'autre, il ne peut pas faire d'audition, il ne peut pas faire de perquisition, enfin voilà. Il peut être là pour assister, mais c'est pas lui qui va taper le PV, en gros. Il y a certains actes qu'il peut faire maintenant, alors par exemple il peut faire les exploitations vidéo, certaines réquisitions, mais ça concerne très peu d'actes. C'est quand même les OPJ qui font 99% du travail en commission rogatoire. Il faut savoir qu'il y a différentes parties dans le cadre d'enquête de l'information judiciaire. On a le mise en examen, le témoin assisté et la partie civile. Je trouve ça super intéressant, donc je vais quand même vous expliquer ce que c'est rapidement. Le mise en examen, c'est une personne qui est soupçonnée d'infraction et contre laquelle il existe des indices graves ou concordants. Donc on est quasiment sûr que c'est lui quoi. Le témoin assisté, c'est un suspect envers lequel il existe des indices pour en faire croire à sa culpabilité, mais bon on est moins sûr. Et la partie civile, c'est la personne qui s'estime victime d'une infraction pénale. Si elle veut obtenir réparation de son préjudice, une indemnisation ou une réparation de son préjudice, et donc on l'appelle la partie civile dans ce genre de cas, la victime. Alors le juge d'instruction, pour rechercher des preuves, il peut saisir les services de police ou de gendarmerie par commission rogatoire. Donc comme je vous ai dit, c'est l'acte par lequel un juge charge un autre juge ou un officier de police judiciaire d'exécuter à sa place un acte d'instruction. Par exemple, procéder à une audition, effectuer une perquisition, effectuer des écoutes téléphoniques, etc. etc. Le juge d'instruction, il peut également entendre les personnes mises en cause et les témoins, organiser des confrontations entre les parties, effectuer des perquisitions et procéder à des saisies, demander des expertises, par exemple des analyses ADN, demander la mise en place d'écoutes téléphoniques et ou organiser des opérations de surveillance, se transporter sur les lieux, organiser une reconstitution des faits. Voilà. Il peut également mettre en examen, délivrer des mandats, alors il peut délivrer mandat de recherche, mandat de comparution, mandat d'amener et mandat d'arrêt, différents types de mandats, je ne vais pas vous détailler ce que c'est non plus, il y aura un lien en description, vous pourrez retrouver un article où vous aurez tout ça détaillé pour ceux que ça intéresse. Il peut également demander une détention provisoire ou un contrôle judiciaire. Et le juge d'instruction, il décide du moment où l'information judiciaire est terminée. Donc comme je l'ai dit, c'est lui le chef d'enquête. Comme on l'a dit, le juge d'instruction, c'est rare qu'il fasse des actes d'enquête. Généralement, c'est les OPJ qui vont le faire. Et les OPJ, comme je vous l'ai dit, peuvent faire uniquement ce qui est inscrit sur la liste de courses, comme on appelle ça. Donc ils peuvent pas faire autre chose. Si le juge d'instruction il dit qu'il faut auditionner un tel, faire une perquisition à tel endroit, placer en garde à vue un tel, c'est tout ce qu'ils peuvent faire les OPJ. Ils peuvent pas dire ah bah tiens, il y a lui, on pourrait peut-être l'auditionner, ça pourrait être intéressant, bah tiens, je vais l'auditionner. Non, ils peuvent pas faire ça d'initiative. Après, ils peuvent dans les faits demander au juge d'instruction, suggérer des idées, et c'est le juge d'instruction qui va dire ok, bonne suggestion, du coup je vous demande de faire ça. Voilà. Mais les OPJ ne peuvent faire que ce que le juge d'instruction demande dans la commission rogatoire. Ils ne peuvent pas faire d'autres choses qui ne sont pas demandées. Donc à la fin de l'enquête, comme je vous l'ai dit, c'est le juge d'instruction qui décide du moment où l'information judiciaire est terminée. Il s'assure alors que son instruction elle est complète et régulière. La durée de l'enquête elle dépend de la gravité des faits et des investigations nécessaires. Et à la fin de l'information judiciaire, le juge d'instruction il peut rendre une décision appelée ordonnance de règlement. Selon les résultats de l'enquête et les éléments de preuve recueillis, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire qu'il y a une absence de poursuite, ou une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement, qui veut dire qu'il va y avoir du coup un jugement. Donc ce qu'il faut retenir pour l'information judiciaire, c'est que ce sont les officiers de police judiciaire, les interlocuteurs privilégiés des juges d'instruction, ils travaillent en commun, main dans la main, et ils vont effectuer les actes d'enquête demandés par le juge d'instruction dans la commission rogatoire qu'ils ont délivrée aux OPJ. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que c'était pas trop compliqué. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les différentes qualifications judiciaires.
lien dans la description. Et vous pouvez retrouver cette vidéo également dans ma playlist de cours. Je vous invite également à aller voir en description les sources et les différents articles qui peuvent vous donner plus d'informations si vous voulez en savoir plus sur les différents types de commissions rogatoires, les différents actes qu'on peut réaliser. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter la description, cliquez sur les liens, c'est important, ça peut être intéressant. Et puis voilà, donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. There's something in my eyes, I cannot see your light.